Le temps, c'est compliqué en science. C'est une dimension, on appelle ça la 4e dimension, même s'il y a l'espace et le temps. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de valeur absolue. Le temps que l'on mesure dépend de celui qui mesure. Nous voici à Cessy. Exactement. Bienvenue. C'est vraiment une toute petite ville du Pays de Gex. La partie sur la gauche, c'est un peu la partie ville, on va dire. À droite, on a la zone industrielle. Et plus ou moins en face de nous, il y a justement le site du CERN de Cessy, qui est un peu au milieu des champs. C'est assez rigolo. Ça donne un paysage assez inattendu, je trouve. C'est tout ce qu'on voit là-bas, en fait. Tous ces entrepôts là-bas. Ouais. Sur la droite, c'est la partie... derrière le champ de maïs. Exactement. C'est la partie sur la droite où ils font le génie civil pour justement les améliorations et les extensions qu'il va y avoir dans les prochaines années pour le LHC. Ils doivent recreuser des galeries en fait à côté. Et les bâtiments durs, les grands, ça c'est vraiment les bâtiments pour l'expérience CMS. Donc en gros, on va descendre là-dedans, dans le gros bâtiment là, celui qui est plus haut que les autres. On descend à 100 mètres sous terre, sous ce bâtiment. Et là, on arrive à CMS. Et donc elle est déjà là-bas. Elle est déjà là-bas, en fait, parce que elle, c'est son point de travail plus ou moins principal. Donc elle nous attend déjà là-bas. Et elle a une réunion, en fait, jusqu'à 10h. Le temps est-il constant partout dans l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit ? Après avoir étudié les étoiles, Gaëlle Boudoul se concentre aujourd'hui sur les particules, les quarks, les muons, le boson de Higgs. La physicienne est chargée de recherche du CNRS de Lyon. Depuis 2004, elle est basée au CERN, sur le site de Cessy. Elle a contribué à la construction de l'un des 4 grands détecteurs de particules du LHC, le CMS. Elle est aujourd'hui en charge de sa supervision. CMS, elle nous l'expliquera plus tard. Le LHC, c'est le terme anglais pour nommer le grand collisionneur de Hadron, un tunnel circulaire de 27 km situé à la frontière franco-suisse, à 100 mètres sous terre. Bonjour, ça va? Ouais. Alors on va aller en bas peut-être, je pense d'abord. On va faire ça. What is the nature of gravity? Does the universe only have 3 dimensions of space, or are there more to find? Why did all the antimatter produced in the Big Bang disappear? Here at CERN, physicists from all over the world have come together to answer some of these challenging questions. CMS veut dire compact muon solénoïde. C'est un nom barbare, pas très poétique, malheureusement. Mais on est des fois plus poète en science, et là on l'a pas été. Mais en gros, c'est un gros détecteur de particules, et on dit compact parce qu'en fait, il est très ramassé. Il y a peu d'espace vide au sein du détecteur. Donc il est compact, et muon parce qu'en fait, il aime beaucoup détecter les particules qu'on appelle des muons. Et solénoïde, ça veut dire aimant, et parce qu'il est en fait composé, et c'est vraiment sa particularité, d'un aimant extrêmement puissant, qui permet de courber les particules au sein même de lui-même, de son détecteur, et du coup on peut les séparer et mieux les identifier. The Large Hadron Collider accelerates protons to nearly the velocity of light before colliding them inside the very heart of the CMS. The energy of the colliding protons transforms into matter, spraying particles in every direction. The CMS detector acts as a high-speed camera, recording collisions 40 million times a second for further analysis. Allez, on va aller voir ça. Donc on va avancer, ça y a un petit peu de bruit, parce qu'il y a de la ventilation, en fait du puits, et de toutes les machines qui servent à alimenter le détecteur. Donc on est un peu donc on est encore en surface, et on va s'approcher de l'ascenseur, où on va descendre donc 100 mètres. Ici, c'est comme dans une mine. En fait, on a les mêmes contraintes qu'à l'intérieur d'une mine. C'est-à-dire qu'au fond, il faut qu'il y ait de la ventilation, il faut qu'il y ait des processus de sécurité. Nous, notre but, c'est de créer de la connaissance. Voilà, je crois que c'est pour résumer. Alors, on peut créer de la connaissance dans plein de domaines. Nous, on essaye de créer de la connaissance sur comment notre matière est agencée, de quoi elle se compose, comment elle interagit, etc. Et donc, du coup, toute cette connaissance qu'on accumule nous permet de reconnaître aussi comment l'accélérateur
qui est notre univers, en gros, peut créer les planètes, les galaxies, etc. Donc on s'avance vers l'ascenseur, voilà, et on va nous donner désormais des casques, puisque comme je vous ai dit, on est quand même comme dans une mine, et il nous faut donc des protections. On est sur un chantier aussi également, donc du coup il nous faut une protection pour la tête. L'expérience CMS regroupe, on est plusieurs milliers, on est environ 4000 physiciens à travailler, mais on n'est pas tous au CERN. Beaucoup de gens travaillent dans leurs pays respectifs, aux USA, au Pakistan, en Chine, partout. Et moi je suis venue parce que je suis très impliquée sur le détecteur lui-même, donc il faut vraiment que je sois sur place. Et alors que quelquefois on peut rester dans son institut d'origine et faire du travail à distance. Mais j'aime bien retourner sur Lyon aussi, c'est une belle ville. Et ton rôle sur le détecteur, ce serait... Alors mon rôle, c'est d'être sûr que quand on prend des données, on ne perd pas une seule seconde. Donc 24 heures sur 24. Donc je suis sur le pont tout le temps. Voilà, c'est ma responsabilité. Et si on perd une seconde, il faut essayer de comprendre. Alors, quand je dis une seconde, ça peut être quelques minutes, parfois c'est même quelques jours. Et on essaye toujours de comprendre pourquoi c'est arrivé et comment faire pour que ça n'arrive pas. C'est souvent des petites choses, alors ça ne veut pas dire que tout le détecteur s'arrête, souvent c'est peut-être une petite partie voilà, et qui ne nous empêche pas de prendre des données très correctes, mais malgré tout on essaye toujours, nous on vise la perfection, donc à chaque fois on essaye de faire. Donc ici on rentre dans une salle avec un peu plus de bruit, parce qu'ici sont stockées en fait les cartes d'électronique. Ici, donc avec beaucoup de câbleries, de fibres optiques qui viennent directement du détecteur et qui sont branchées sur toutes ces grandes baies de cartes d'électronique. Ça nous sert pour une chose bien précise. On fait trop de collisions. On fait 40 millions de collisions par seconde. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce qu'on cherche des événements très rares. Et donc du coup, on est obligé de faire beaucoup de collisions. C'est comme avec un dé. Si vous voulez avoir le 6, si vous tirez une fois, vous avez peu de chance d'avoir 6. Et depuis 2004, où Ouais. tu es là, combien de particules ont à peu près été découvertes? Alors on a essentiellement découvert une nouvelle particule qui est le boson de Higgs. Les autres, on les mesure beaucoup, même si elles sont rares, elles ne sont pas nouvelles. Et on a réussi à aussi créer des nouvelles particules qui sont très très instables, qui sont un agencement de quarks, par exemple ce qu'on a appelé le pentaquark, où on ne savait pas si 5 quarks ensemble pouvaient tenir même un bref instant. Et en fait, on s'est aperçu que si. Donc c'est ce genre de choses qu'on essaie de créer. Et ça nous apprend beaucoup tout ce qui est au début de l'univers, par exemple. Au début de l'univers, quand il y avait une espèce de soupe de quarks et gluons, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les étoiles, les planètes formées, on ne savait pas bien comment les quarks et les gluons interagissent. Donc c'est ici ce qu'on essaie de reproduire. Et du coup, de comprendre un petit peu plus, d'avoir un élément de plus dans l'histoire de l'univers. Et le boson de Higgs, si on doit l'expliquer? Alors, le boson de Higgs, c'est en gros une particule qui nous aide beaucoup parce qu'elle nous permet de dire pourquoi un proton c'est lourd, un muon c'est un peu moins lourd. Et voilà, donc on dit ça, en gros, ça donne la masse. Alors, pour faire simple, c'est simplement on vit dans un champ de Higgs. D'accord ? Et ce champ de Higgs, il interagit plus ou moins avec les particules. C'est comme quand vous êtes dans une piscine, en gros. Si vous avez des palmes, vous allez interagir plus avec l'eau que si vous êtes juste un simple bouchon. D'accord ? Et donc les particules, si elles interagissent plus avec le champ de Higgs, elles vont avoir plus de mal à se déplacer. D'accord ? C'est pareil que quand on est dans l'eau, il y a des choses qui se déplacent plus ou moins facilement dans l'eau. Et en fait, cette difficulté à se déplacer, nous, c'est ce qu'on appelle la masse. C'est-à-dire, plus vous êtes massif, plus vous avez des difficultés à vous déplacer. C'est le même principe qu'il faut plus d'énergie pour pousser quelque chose de lourd que de léger. C'est ça qui fait la masse. D'accord ? Et donc, le champ de Higgs, s'il est composé, en gros, quand on l'excite, il met un boson de Higgs, c'est ça qui donne la masse aux particules. Donc, s'il n'y avait pas eu ce champ de Higgs, cette particule associée, et ben on ne saurait toujours pas pourquoi les particules elles ont cette masse. Alors que maintenant on le sait.
Et c'est des choses qui ont été prédites théoriquement. On dit, ouais, si les particules, elles ont telle et telle masse, c'est parce qu'il existe un boson de Higgs. Mais on l'avait jamais vu. Là, on l'a mis en évidence. Donc ça permet d'asseoir la théorie, de dire, tiens, ce qui a été prédit, c'était pas complètement farfelu. Et tu te souviens du jour de la découverte? Bien sûr. Ah, j'étais là. Alors nous, au LHC, il y a deux expériences qui sont très similaires, qui s'appellent CMS et l'autre qui s'appelle Atlas, qui sont distantes de 15 km, qui font la même science, avec les mêmes collisions. Et c'est trouvé que CMS et Atlas ont vu les mêmes choses. Et c'est important ça, donc c'est scientifique. C'est-à-dire que si CMS avait dit on a vu le boson de Higgs et qu'Atlas dit non, on ne voit rien, on aurait dû retravailler, on s'est peut-être trompé. Là, on a deux expériences avec des équipes différentes, des détecteurs différents, des méthodes de travail différentes qui arrivent à la même conclusion. Donc ça solidifie le résultat. Et donc, quand on a eu ça, on avait tous le cœur qui palpitait beaucoup parce que c'est des recherches, on recherche le boson de Higgs depuis plus de 20 ans. Donc c'est des carrières à chercher le boson de Higgs. Donc on a tous mis une énergie colossale pour ce résultat-là. Donc quand ça arrive, on peut être que à la fois très humble, parce qu'on se dit on n'a fait qu'un pas de fourmi, et à la fois on dit ça fait 20 ans qu'on cherche ce boson et on l'a trouvé. Mais moi je sens quand même une petite pression, non? Non, c'est psychologique? Ouais. Ah, zut. On est légèrement pressurisé, mais c'est pas... ouais. Mais après, alors, tu as beaucoup de visiteurs qui ont cette sensation, parce qu'on est... on est à 100 mètres sous terre, donc tu te sens un peu... voilà. Mais ça va. On est dans des zones de chantier. Donc ici, on arrive dans la caverne, ce que j'appelle ma cathédrale. Parce que c'est vraiment... voilà. Où on a le détecteur CMS qui est en ce moment ouvert. Donc normalement, tout est compact, donc tout est fermé. Mais là, comme l'accélérateur est à l'arrêt, on profite pour ouvrir en gros le détecteur CMS. Voilà, on vérifie tous les câbles. Pendant la prise de données, on s'est pu apercevoir qu'il y avait peut-être un câble qui ne devait pas être bien branché. On va le vérifier sur les millions et les millions de câbles et de fibres optiques qui nous permettent d'avoir des images d'une précision incroyable de la collision. Ok, c'est vraiment très impressionnant, c'est énorme. C'est énorme. Il fait combien de mètres de haut? Alors il fait 21 mètres de haut. Donc c'est ça qui m'empêche de dormir. C'est parce que je travaille là-dessus que je suis ravie de passer 24 heures sur 24 avec ça. C'est une opportunité de physicien qui est énorme. Et donc le but, c'est quand même à un moment donné de réussir à recréer le Big Bang par rapport à ça? Alors pas seulement. En fait, on essaye plutôt, nous, pas forcément de recréer le Big Bang. Il y a une expérience ALICE qui essaye beaucoup plus, parce que le Big Bang, c'était un plasma de quark et gluons. Donc ils essayent de confiner dans leur accélérateur, à un moment donné, ce plasma de quark et gluons, de le reconstituer comme il était juste quand l'univers était très très jeune. Nous ici, CMS et Atlas, on essaye plutôt de créer les particules rares qui pouvaient exister au début de l'univers, parce qu'il était très énergétique, et de comprendre comment elles interagissent. Donc ce n'est pas forcément de recréer l'univers tel qu'il était, mais d'extraire quelques composants qui sont rares, qui sont plus autour de nous, qui sont plus des phénomènes assez rares, et du coup d'essayer de comprendre comment ils ont pu s'agencer ou disparaître au cours de l'histoire de l'univers. Et en fait, on a un planning, donc, ce qu'on appelle vraiment journalier, qui est plein jusqu'au redémarrage du détecteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un jour de retard. Voilà. Donc si on a un jour de retard parce qu'il y a eu un souci, parce qu'il y a toujours des choses, il faut qu'on soit capable de le réabsorber autrement. En fait, le risque de retard, c'est de retarder toute l'expérience LHC du CERN, donc aussi, c'est retarder le travail de dizaines de milliers de personnes. Donc on ne prend pas le retard, c'est pour ça qu'on monitore régulièrement. Et si on voit qu'on accumule un peu de retard, eh ben on sacrifiera quelque chose. Mais ça, c'est aussi une partie de ton travail de vraiment voir... Ouais, justement... d'être sûr qu'il n'y a pas de retard. Et s'il y a des retards, où on peut le placer pour on est à jour. Et on a eu des soucis pourtant. Hein. On a eu des soucis, on a eu une alerte feu qui s'est bien terminée, mais qui a mis que pendant 3 jours, on n'était pas opérationnel complètement. On a eu des incidents d'arrêt électrique
ou qui nous empêchait aussi de travailler pendant 2 jours. Et voilà, on a réussi à le réabsorber. Donc pour le moment, ça va. Mais voilà, chaque jour est un nouveau jour. On se croirait aux alcooliques anonymes. Chaque jour est un nouveau jour. Il dit ça? Oui, en fait, parce que, tu sais, quand tu veux sortir d'une addiction, il ne faut pas que tu dises que tu arrêtes pour toute ta vie parce que c'est trop long. stressant. Donc tu dis j'arrête aujourd'hui et demain sera un autre jour. Le temps, c'est compliqué en science. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de valeur absolue. Le temps que l'on mesure dépend de celui qui mesure. Et donc, du coup, c'est très compliqué de parler de temps. Alors, c'est une dimension, on appelle ça la 4e dimension, même s'il y a l'espace et le temps. Et alors, pourquoi on appelle ça la 4e dimension? Parce qu'on s'aperçoit que le temps et l'espace sont couplés. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'espace et le temps. Comment on sait ça? C'est un peu depuis Einstein, essentiellement, qui a vraiment fait une révolution dans les esprits, parce que c'est pas quelque chose qui est intuitif de dire ça. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a une constante de l'univers qui est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière, c'est toujours 300 000 km/s. Voilà, toujours. Donc, si on essaye de courir après la lumière, même si on court très très vite, elle ira toujours à 300 000 km/s par rapport à nous. Et qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? C'est une distance sur un temps. Alors vous allez dire, mais si quelque chose reste constant alors que je cours après, donc normalement je devrais voir une vitesse plus faible si j'essaye de la rattraper, ça veut dire que la distance et le temps, quelque part, interagissent pour faire toujours que C soit constant. Le rapport entre les deux, C étant la vitesse de la lumière. Et nous, on s'aperçoit de ça de façon très concrète en physique, alors que ce n'est pas du tout intuitif. On a des particules que l'on connaît très bien, ce qu'on appelle les muons. Les muons, c'est des gros électrons. Il n'y a rien de mystérieux dans un muon. On en crée beaucoup dans l'atmosphère. Les rayons cosmiques, donc c'est toujours des particules qui sont émises, vraiment les restes d'étoiles qui explosent, elles arrivent sur Terre. Première chose qu'elles font, c'est qu'elles rencontrent l'atmosphère. Et quand elles rencontrent l'atmosphère, elles interagissent avec l'atmosphère, c'est des vrais chocs, des vraies collisions. Et en fait, il y a des muons qui sont le résultat de ces collisions, qui sont créés des particules. On connaît très bien ces interactions, il n'y a pas de souci. Mais ces muons, ils ont une durée de vie qui est très faible. Voilà. Ils se désintègrent très rapidement, les muons, c'est une propriété aussi que l'on connaît. C'est de l'ordre de quelques microsecondes, donc c'est vraiment très, très petit. Et normalement, si on regarde ça, on dit, bah tiens, ils vont être créés en haut de l'atmosphère, au moment où il y a ces collisions. Leur temps de vie ne devrait pas leur permettre d'arriver sur Terre. Ils devraient s'être désintégrés avant d'être arrivés au sol. Et en fait, on s'aperçoit qu'on en a plein. Non seulement on en a plein, mais on en voit même, nous, dans CMS, à 100 mètres sous terre encore. Donc ils sont toujours là, bien présents. Et en fait... Et bien vivants. Et bien vivants. Voilà, ils ne sont pas morts. Voilà. Alors que leur durée de vie ne devrait pas leur permettre de nous voir, en fait. Et en fait, c'est Einstein qui nous propose la solution. Il nous dit, mais vos muons, ils ont été créés par des collisions qui sont très énergétiques, donc ils ont été émis à une vitesse très grande. Et quand les particules de vitesse sont très grandes, qu'elles s'approchent de la vitesse de la lumière, le temps et les distances se distordent. Et du coup, lui, il voit toujours qu'il vit que 3 microsecondes, mais nous, de l'extérieur, on mesure un temps différent. Lui, le muon, il vit toujours que c'est 3 microsecondes. Il n'a pas l'impression de vivre plus longtemps, mais il voit plus de distance que ce qu'il devrait. Et nous, on le voit vivre plus longtemps. Donc on mesure un temps entre la création du muon et sa désintégration, comme s'il vivait, alors je ne sais plus, je crois que c'est 2 ou 3 fois plus longtemps. Et pourtant, c'est la même particule, elle n'a pas changé de propriété. C'est-à-dire que si moi je suis un observateur, je suis installé sur le muon, je fais une horloge sur le muon. Une GoPro. Voilà, si le muon il a une GoPro, il va vraiment que voir 3 microsecondes, sa durée de vie. Donc ça veut dire que la mesure du temps, elle dépend de celui qui mesure. Et du coup, ça fout en l'air beaucoup de concepts. Et c'est ça la théorie de la relativité d'Einstein. C'est ça qui fait qu'on a ce qu'on appelle la dilatation du temps. Et c'est ce qui se passe avec les gens qui vont dans l'espace déjà maintenant? Non, parce qu'on va pas assez loin. vite. Ah, pas assez vite. Voilà, il faut s'approcher des vitesses proches de la lumière pour que les effets, comme de distorsion, de dilatation du temps, se fassent ressentir.
Mais nous, on mesure ça régulièrement avec les particules qui ont justement des vitesses très bonnes. Mais alors, qu'est-ce que ça nous dit sur notre temps? On est fait de particules quand même. On est fait de particules, mais on ne va pas vite. On est fait de particules, mais nos particules, elles ont ma vitesse. Je bouge ma main, une particule de ma main, elles vont à une vitesse qui est raisonnable par rapport à la vitesse de la lumière. Donc les effets de distorsion du temps ne sont pas sensibles à notre échelle. Il faut bien comprendre que l'univers, il a des échelles de grandeur de temps qui ne sont pas du tout celles de l'être humain. C'est-à-dire que l'univers est tellement grand que l'être humain ne peut pas s'imaginer. Les échelles de temps, c'est des milliards d'années, on ne peut pas s'imaginer, ce n'est pas des échelles humaines de temps. Donc du coup, il ne faut pas s'étonner non plus que des phénomènes de physique apparaissent à des échelles de vitesse, en l'occurrence, qui ne soient pas les nôtres. C'est-à-dire que l'univers n'a pas été créé pour nous. Donc du coup, il faut sonder des endroits, des zones qui ne sont pas forcément accessibles à notre quotidien pour faire apparaître des effets. Du coup, on voit qu'avec les muons, suivant qui mesure, on ne mesure pas la même chose. Mais à un moment donné, la physique, elle nous dit, mais quelle est la réponse quand même? Voilà. Et en fait, la réponse, c'est ce qu'on appelle le temps propre. C'est-à-dire le temps mesuré par l'observateur lui-même sur lui-même. C'est-à-dire que le muon, s'il mesure sa durée de vie, il va mesurer 3 microsecondes, c'est ça son temps propre. Et ça, c'est immuable. Il peut aller à la vitesse 0 de l'escargot à la vitesse de 1, il va toujours, lui, mesurer son temps propre de vie, qui est 3 microsecondes. D'accord ? Mais si quelqu'un décide à l'extérieur de mesurer quoi que ce soit, alors là, ce temps sera différent. Donc il faut prendre ça en compte. Mais du coup, on a chacun notre temps propre. Notre temps propre, c'est nous qu'on mesure nous-mêmes. Donc les temps propres coïncident avec les temps propres de tout le monde quand on est à des vitesses raisonnablement faibles. Donc ça, c'est bien. Du coup, ça permet d'avoir des rendez-vous, on peut s'accorder. Voilà, les gens ne sont pas... si on a rendez-vous à 10 heures, ça va être 10 heures pour tout le monde. Par contre, si on commence à être dans des zones où les vitesses deviennent grandes, il faudra qu'on réfléchisse en faisant la conversion en temps propre. Parce qu'en gros, si quelqu'un, un muon, me dit « j'ai rendez-vous à 10 heures avec toi », je vais dire « oh là là, moi je suis un électron, je vais 2 fois moins vite que lui, le 10 heures ne va pas être le même que son 10 heures. » Donc il faut que je retransforme en son propre temps. Donc je dis « oui, mais lui, avec cette vitesse, voilà. » Pour être sûr qu'à 10 heures, vous soyez au même endroit, au même moment. Exactement. Est-ce que tu as aussi la sensation que comme être humain, tu as ton temps propre? Oui, je pense que, en fait, après, chacun ressent le temps différemment en tant que personne. Je suis biaisée par mon côté scientifique fatalement. Moi, j'ai une vision très linéaire du temps, mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir que ce temps, il est fini. Il n'est pas infini. Je me rappelle la première fois avoir ressenti ça, je devais avoir 18 ans. J'étais en fin de lycée, où d'un coup, j'ai pris conscience de ma finitude, en gros, voilà. Et alors, après, ça passe, c'est-à-dire qu'on est tous capables de dire oui, on va mourir un jour, etc. Mais on ne le ressent pas forcément, et tant mieux, parce que si on ressentait à chaque instant que on va mourir un jour, c'est trop pressant. Donc on le sait, mais on ne le ressent pas forcément dans l'instant donné. Mais il faut quand même en être conscient qu'il y a une finitude. Et donc du coup, ça devient, le temps, une ressource extrêmement précieuse, parce qu'elle est finie, cette ressource. On a juste un temps donné, dont on ne sait même pas la durée, c'est à peu près la moyenne, mais on ne sait pas. Donc du coup, c'est presque ce qu'il y a de plus précieux. Le reste, on peut toujours le recréer, ou s'en passer, ou des choses comme ça. Le temps, on ne peut pas s'en passer, et il est fini. Donc c'est vraiment pour moi une des ressources les plus précieuses que la Terre nous offre. Il y a une infinité de réponses à ça. Certains vont dire il faut être efficace tout le temps, il ne faut pas perdre son temps. Alors moi, je ne suis pas trop comme ça. Pour moi, je pense que j'ai naturellement une capacité à dire... je pense que pour ne pas perdre son temps, il faut déjà maximiser le temps présent. Mais je pense qu'avoir une capacité naturelle à ne jamais regretter le passé. Ce qui est déjà, je pense... sans effort, hein. Je dis c'est pas un truc que je me suis entraînée. Voilà, c'est naturellement, je suis pas nostalgique. Je regrette pas ce que je n'ai pas eu ou ce que j'ai pas pu faire. C'est comme ça, c'est passé. Voilà. Mais après, ce qui est compliqué, la deuxième moitié du chemin, c'est par rapport au futur. C'est de dire
Est-ce qu'il faut toujours se projeter dans le futur pour anticiper le présent? Et là, je pense que, en ce qui me concerne, j'ai plus de travail à faire. C'est-à-dire, il faut arrêter de toujours dire, envisager tous les scénarios possibles de ce qui va se passer. Non, on peut laisser venir les choses et avoir trouvé la bonne balance entre anticiper, préparer, il faut comme ça avoir un présent serein, et en même temps laisser les choses nous surprendre. Et je pense que c'est là, quand on a trouvé la bonne balance, je trouve qu'on ne perd pas son temps. On recherche tous, en gros, avec des manières complètement différentes, c'est justement ne pas perdre son temps. Et tout le monde a plein de manières de le faire. Certains vont même dire pas perdre son temps, c'est juste pas rien faire. D'autres, au contraire, vont dire c'est de travailler beaucoup. Donc chacun. Et en fait, ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression que, au contraire, la société nous force à perdre notre temps ou à l'utiliser d'une manière qui n'est pas utiliser son temps propre, justement. Et donc, j'ai un petit peu peur de ça. On voit maintenant, tout est cadencé, tout va beaucoup plus vite, on fait des trains qui vont plus vite. Est-ce qu'on a vraiment besoin de gagner une demi-heure pour aller de ville, alors qu'on peut justement prendre le temps de lire un livre dans un train? Voilà, qu'on n'a plus le temps de faire ça. Tout va à la nanoseconde maintenant. On peut faire chuter le cours du blé en une seconde. C'est des notions du temps qui ne nous ressemblent plus, qui sont même plus humains. Et j'ai l'impression il faudrait peut-être mettre un peu des garde-fous, de retrouver un peu le temps propre humain par rapport à ce qu'on vit. Après, la société, elle est faite c'est nous qui la créons. Donc après tout, il faut essayer de retrouver un peu un temps propre humain au cœur de nos sociétés. C'est pas facile, mais je trouve qu'on est un peu tiraillé sur des choses toujours plus vite, toujours plus efficaces. En gros, on disait avant, le temps, c'est de l'argent, alors que maintenant, c'est l'argent, c'est le temps. Ça me laisse un peu perplexe et ça m'interroge. Donc pour toi, le temps, il existe? Le temps existe, c'est même, j'ai presque envie de dire, c'est un capital. C'est un capital qui augmente. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, c'est peut-être lié à ce que je disais que le passé, pour moi, est le passé. Moi, je suis contente que le temps avance. C'est-à-dire que je me réjouis que le temps avance parce que j'ai l'impression que mon capital augmente, mon capital de ressources. Voilà. Et je sais que par ailleurs, le temps est notre allié. C'est-à-dire que le temps, il efface beaucoup de choses, les aspérités. Des fois, on a juste un petit caillou dans la chaussure qui nous embête. On attend et voilà, ça y est, le caillou, il est parti, on l'a oublié même. Donc voilà, le temps, et je trouve que c'est un allié, c'est quelque chose qui nous aide à construire. C'est une ressource précieuse et il faut l'utiliser à bon escient. Voilà, et ça, c'est pas forcément facile. Voilà. Puis, si on part du principe qu'il existe, il y a des gens qui doutent du fait qu'il passe. Ah, moi, je pense qu'il passe. Je pense que c'est même intéressant de regarder ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier le passé, au contraire, ça nous aide pour le futur. Donc moi, au contraire, je vois donc ça vraiment quelque chose qui se déroule de façon linéaire. Alors on dit que le temps passe toujours de plus en plus vite. Pour moi, c'est pas la question. Effectivement, quand on a 5 ans, on a l'impression que les vacances d'été sont immenses, infinies. Mais c'est normal, 2 mois quand on a 5 ans, c'est une partie énorme de sa vie, quoi. Alors que 2 mois quand on a 50 ans, c'est une partie infime de sa vie. Donc je pense que le temps se déroule linéairement. Il ne faut pas essayer de le retenir. C'est une cause perdue, c'est de l'énergie perdue. Il faut essayer de l'apprivoiser. Là, aujourd'hui, au CMS, ta mission, c'est d'être un peu le maître du temps. Ouais. Donc comment est-ce que ça s'articule dans la vie professionnelle, ce rapport au temps? Alors nous, dans CMS, on est tiraillés entre 2 choses extrêmes. On est tiraillés par le fait que c'est des expériences qui demandent un temps lors d'une carrière. Donc c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui pour des choses qui verront peut-être un résultat dans 10 ans, 15 ans, peut-être même après que je sois retraitée. Donc on est tiraillés entre ces deux échelles de temps et c'est au quotidien. C'est-à-dire que aujourd'hui, je dois réfléchir pour dire mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses pour dans 10 ans ? Et il faut quand même qu'à la fin de la journée, le plan qui a été élaboré il y a
quelque temps déjà, dans le passé, ça plie. Donc c'est aussi ça qui fait le charme, c'est-à-dire que voilà, tous les jours on travaille pour le futur et en même temps le présent doit s'effectuer. Donc c'est ça qui est très excitant, je trouve, qui par contre peut rapidement empiéter sur le temps privé. Voilà. Donc ça, il faut trouver aussi le bon équilibre entre le temps professionnel, le temps privé, sachant que je pense que quand on fait ce métier, on ne fait pas ce métier par hasard. On s'implique personnellement, fatalement et heureusement. Donc du coup, il faut juste trouver à un moment donné la bonne balance. Et en fait, elle se trouve naturellement parce que à un moment donné, on sent l'équilibre arriver tout seul. Moi, j'apprends beaucoup des gens qui ont accumulé du temps d'expérience. Et c'est comme ça que quand on est jeune, on veut tout faire tout de suite et pas attendre. Et je pense que c'est très bien parce que ça permet d'apporter beaucoup de fougue. Mais après, on se aperçoit que c'est aussi une méthode qui ne va pas marcher à long terme. Donc après, on dit, mais tiens, comment est-ce qu'il vaut mieux réagir ici ? Attention, je favorise là beaucoup plus le temps présent plutôt que l'anticipation. Et c'est finalement au contact des autres, je trouve qu'on tire le meilleur de chacun d'entre nous autour de nous et pour former sa propre méthode qui a des défauts, des qualités. Quelquefois, ça marche mieux que des moments, mais c'est pour ça que je dis encore que le temps est mon allié, parce que je sais qu'on s'améliore avec le temps. Voilà. C'était La 4e dimension, un podcast créé et réalisé par moi-même et produit par Reportage en partenariat avec Radio Vostok. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi en mettant des étoiles, des likes ou des cœurs sur les réseaux sociaux et en le partageant #4dpodcast. Vous pouvez aussi m'aider à réaliser une grande fresque du temps en m'envoyant vos dessins ou toute autre création par message privé sur le compte Facebook, Instagram ou Twitter de la 4e dimension. 4e avec un 4. Merci à Meg Chicani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique et à Charles Menger pour la collaboration. Merci à Mélissa Rudolph et au service de communication du CERN de m'avoir mise en contact avec Gaël Boudoul et d'avoir organisé cette incroyable visite de l'expérience CMS. Merci à mon oncle Edgar pour son aide précieuse. Merci à vous d'être là et à bientôt dans la 4e dimension. Et si tu devais le dessiner ou le représenter visuellement, le temps, à quoi est-ce qu'il ressemblerait ? Moi, je vois une accumulation. J'associe les distances, peut-être les volumes physiques, les distances. C'est-à-dire que le temps se déplace. Moi, je me déplace dans le temps. Donc, je me déplace comme si j'étais dans un volume. Et donc, si j'avais une visualisation, c'est peut-être comme une succession d'images et d'accumulation, en gros, de ressources, de connaissances, de sensations, qui sont là, comme une construction.